Mon parcours de vie a été changé, ça a été interrompu par un accident de travail, tombé d'une échelle, et puis je me suis brisé le dos, et puis c'est devenu paraplégique. Tout d'abord, Marc-André, ça a été un accouchement difficile. On n'a pas su tout de suite qu'il y avait un retard. L'Apgar à la naissance était à 7, je crois, puis c'est monté ensuite, mais il s'est développé normalement, il était en bonne santé. À l'âge de 3 mois, à l'âge où on leur donne les vaccins, Marc-André a fait des convulsions. Puis ils ont été obligés de lui donner la médication, du phénobarbital, qui ne se dosait pas dans le sang. Puis ça a commencé comme ça, mais Marc-André, il parlait pas beaucoup, mais ma belle-mère disait mes enfants ont tous parlé tard, puis ils parlaient mal, ils prononçaient mal. Fait que mais à un moment donné, ça a débloqué. Fait que je me disais, Marc-André, c'est ça, il va commencer, ça va être plus tard. Mais là, quand c'était le temps de l'inscription à l'école, là, ils ont dit, bon, on va le faire évaluer, tout ça, mais il a quand même mis en retard. C'est un peu comme ça qu'on l'a su, là. Par une suite d'examens chez le médecin, à des engourdissements dans les 2 bras et dans la poitrine. Enfin, les médecins ont cherché pendant pratiquement 1 an savoir d'où ça venait. J'ai consulté avec la neurologie et suite à les examens avec le neurologue, on passé résonance magnétique et là ils ont vu que la sclérose en plaques était établie sur moi. Et j'ai arrêté de travailler 8 à 10 mois après. J'ai jamais été quelqu'un qui a aimé les grosses foules. Plus jeune, je me tenais, mais à l'école primaire, j'ai été souvent rejeté. Là, il y a des moments que je croyais pas, plus vraiment que j'allais avoir de quoi de bien dans ma vie. J'ai déjà même pensé au suicide. Suite à mon accident, c'est sûr, il y a eu des périodes difficiles, surtout la première année, là, après la réadaptation. On revient à la maison, on est seul, on laisse comme laissé à soi-même, en tant que, si on peut dire. Donc, on doit apprendre à se débrouiller avec notre nouvelle situation. J'avais déjà dit dans une autre entrevue, pendant que j'étais en réadaptation, que je l'accepterais jamais, mais que j'apprendrais à vivre avec. Mais ça, comme je pourrais dire, à force d'apprendre à vivre avec, on vient qu'on l'accepte. Puis la vie fait que on passe à autre chose, et puis on essaie toujours de faire notre petit bout de chemin comme tout le monde. Il s'est intégré, puis la famille a continué, puis tout allait bien, en sachant que Marc-André avait un retard, parce qu'on l'a envoyé dans certains plats pour la stimulation. On l'a suivi. Il est suivi depuis toujours par un psychiatre aussi. Et il va bien, mais c'est sa façon. Il est plus lent, il faut y expliquer plus. Il veut toujours bien faire. Puis en tant que parent, c'est pas un enfant difficile, loin de là. J'ai été longtemps isolé dans un centre de jeunesse, vraiment isolé à part toute seule. Puis je faisais pas mal d'affaires qui me rendaient agressif. Puis jamais, quand j'étais là-bas, puis ça allait pas bien, les pires journées, là, je me disais non, je m'en sortirai pas. Je vais vivre, puis tout le temps des ressources, puis tout ça. Puis... Le médecin me disait tout le temps, ben là, mon médecin de famille, si tu profites du temps qui te reste, mais je ne sais pas vraiment ce que ça voulait dire, profite du temps qui te reste. Mais finalement, 6 mois plus tard, au mois de décembre 1994, je suis venu pour aller travailler, puis en voulant m'habiller le matin, je tombe à terre. Fait que je me suis relevé, je me suis rhabillé, je suis sorti pour aller travailler. En marquant dans mon camion, c'était glacé au mois de décembre. Les pieds m'ont parti, puis je retombe à terre encore. Fait que là, je suis rentré en dedans et j'ai appelé à l'ouvrage. Et je me mis en maladie à long terme, et j'ai jamais retourné travailler. Puis Marc-André, il était curieux, puis toujours voulu faire comme les autres. Le fait d'avoir 2 frères puis une sœur, ça l'a aidé parce que lui, il voulait faire comme les autres. Fait que quand c'était le temps d'avoir son permis de conduire, ben là, le deuxième, lui, il voulait prendre son permis de conduire. Fait que Marc-André dit, tu sais, moi, je suis le plus vieux, moi aussi, tu sais, je vais conduire une voiture. Fait que ça le stimulait d'avoir quelqu'un en arrière de lui. Parce que lui, il était le plus vieux, fait que si les autres le faisaient, il fallait qu'il le fasse aussi.
Depuis que j'ai eu mon accident, j'ai toujours ressenti cette rage de vivre, puis de trouver ma voie, de faire mon chemin. J'ai essayé plein de choses, on a chacun notre parcours, mais j'ai passé au travers de plein d'étapes dans la vie. J'ai essayé des choses, je me suis impliqué dans des organismes différents. On a fait beaucoup de bénévolat, puis jusqu'à temps que j'arrive où je suis là. J'ai joué en 2005 pour la première fois. Et puis, tout de suite à l'automne, c'était durant l'été, tout de suite à l'automne, j'ai fait mon premier tournoi. Et puis, j'ai gagné dans la catégorie, la classe B, débutant. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai découvert la compétition. Et puis, c'est là que tout est enchaîné très rapidement. Puis, je me suis mis à m'entraîner régulièrement pour la compétition. Puis, vraiment essayer de figurer le plus possible sur la scène internationale. Au début de la maladie, j'ai suivi des cours par l'entremise de la Croisée à Donnacona. Et j'ai suivi des cours pratiquement 1 an et demi, pas loin de 2 ans. C'est pas en continuité, là, mais des cours, tout ce qui est Office et tout ce qui est une bonne base en informatique. Ce qui fait que cette base-là, puis le fait que qu'ils m'ont enlevé tout ce qui était mon loisir premier, qui était la chasse et la pêche, bien, je me suis reviré là-dedans. Ce qui fait que j'ai progressé énormément vite. Ce qui fait que si j'aurais pas eu cette maladie-là, je ne sais pas si je serais autant dans l'informatique que je le suis présentement, parce que j'aurais peut-être pas pris le temps d'arrêter puis apprendre ce que j'ai appris. Croisée est un service d'intégration au travail qui vise justement l'intégration au travail des personnes qui ont des limitations physiques, des limitations fonctionnelles. Ça peut être différents types de limitations physiques, ça peut être des limitations motrices, ça peut être des limitations organiques, par exemple une personne qui aurait une maladie dégénérative, par exemple, ou par exemple la sclérose en plaques. Ça peut être des problèmes neurologiques, suite à un accident de voiture, par exemple, un traumatisme crânien, des choses comme ça. Ça peut être aussi de la déficience auditive, quelqu'un qui aurait une surdité, malentendant, une déficience visuelle, puis il y a aussi certains troubles de langage aussi. Donc, c'est pas mal la clientèle là, qu'on dessert dans le but de réintégrer sur le marché du travail ou de retourner aux études, peut-être aussi. Le type de service qu'on offre chez nous, c'est beaucoup axé dans un premier temps. Il y a toute une démarche d'évaluation qui existe. On rencontre la personne dans un premier temps, évaluer c'est quoi ses besoins, c'est quoi son profil général d'employabilité, donc sa formation, ses limitations, ses expériences de travail antérieures. Alors, on fait un bilan de ça. Pour les gens qu'on voit qui ont une mauvaise connaissance, des fois qu'on connaît moins les capacités physiques de la personne, il peut y avoir des collaborations avec l'IRDPQ, qui est l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, dans le but d'évaluer des fois des capacités de travail, par exemple, ou d'évaluer en neuropsychologie pour aller voir justement certaines atteintes cognitives, certaines difficultés qui pourraient être présentes, là, qui sont importantes de connaître, en fait, pour l'intégration au travail, ou dans le but de retourner aux études dans un domaine adapté. L'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, qu'on appelle aussi en mot raccourci IRDPQ, c'est un centre de réadaptation pour personnes ayant une déficience physique de 0 à 99 ans. Et qui a pour mission, entre autres, c'est de s'assurer d'aider la personne à développer son plein potentiel, de s'assurer qu'elle puisse continuer à jouer ses rôles à la maison, dans les différents milieux de vie. Alors, c'est d'accompagner et d'aider cette personne-là à aller de l'avant par rapport à ces choses-là, qui sont le quotidien de toute personne, là. On a l'ergothérapie, la physiothérapie, la psychologie. On a aussi l'éducation spécialisée. L'orthophonie. L'orthophonie également qui prend une grande place, surtout au niveau de l'enfance, avec tous les retards de langage et de dysphasie. Donc, il y a des interventions qui sont effectuées ici dans les gymnases. Nous avons un gymnase ici plus enfance, on a un gymnase plus bambin et on a un gymnase aussi qui est davantage pour l'adulte. Alors ça, c'est de la réadaptation fonctionnelle qui est fait
ici sur les lieux. Il y a également aussi de l'intervention qui est faite à l'extérieur, qui vise à l'intégration sociale, une meilleure participation sociale des gens qui ont vécu, c'est ça, un traumatisme et qui doivent revenir à une vie la plus normalisante possible en essayant d'actualiser le potentiel de la personne à son maximum. Donc, on peut offrir un service de soutien à l'intégration sociale, par exemple, où l'éducateur peut accompagner l'usager dans la pratique d'un loisir pour que la personne puisse l'intégrer dans ses habitudes de vie et après partir de façon autonome, là, le plus possible dans son activité. Donc, on voit des gens aussi pour essayer de développer des projets de vie occupationnels suite à un événement qui vient bouleverser la vie. Donc, la personne qui devient inapte au travail, par exemple, et qui souhaite des activités occupationnelles adaptées à sa condition. À ce moment-là, on peut voir la personne, évaluer les intérêts de la personne, puis regarder ici dans le comté qu'est-ce qui s'offre comme activité qui peut répondre aux besoins et intérêts de la personne là, qui souhaite participer socialement. Souvent, ça demande juste un petit peu d'ajustement et puis de faire les choses autrement. J'ai souvent dit, juste à faire les choses autrement. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont impossibles à faire, dépendamment de la situation d'handicap d'une personne à l'autre. Je crois que c'est surtout cette partie-là qui est la plus dure à accepter, les choses qu'on ne peut pas faire. Mais quand on focus sur les choses qu'on peut faire puis qu'on pourrait faire, bien, ça nous permet de prendre, de s'accomplir quand même dans la vie. On a créé un groupe relié à la sclérose en plaques. On a parti l'ACEP, l'Association sclérose en plaques de Portneuf. Et à ce moment-là, on a un café rencontre qui dure depuis 15 ans déjà. Je m'occupe de ça pas mal, puis à ce moment-là, ben, on s'occupe des autres personnes qui sont atteintes ou plus atteintes. On essaye en s'occupant des autres, des fois, je pense qu'on s'oublie un petit peu là-dedans, puis on essaie de faire avec. Je n'ai jamais pensé faire de caméra aussi vite, là, jeune comme ça, c'est 22 ans. Puis là, je suis surpris d'être soit devant ou en arrière de la caméra. Puis c'est ça, c'est que j'ai eu l'occasion d'en faire dans un cadre d'une activité. Puis j'en suis bien content. Nos activités s'adressent à toutes les personnes handicapées. Fait que quand on parle de personnes handicapées, ça peut être la déficience intellectuelle, le trouble envahissant du développement, de l'autisme ou des personnes qui ont des déficiences physiques. Et déficience physique, ça inclut la santé mentale, ça inclut toute forme de déficience physique auditive, de la parole, n'importe laquelle. Ou ça peut aussi inclure des personnes qui ont des maladies dégénératives qui leur apportent de la déficience. Les activités qu'on veut offrir pour sensibiliser la population au vécu des personnes handicapées, on a pensé à réaliser des émissions de télévision qui seront offertes durant la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et la Semaine québécoise des personnes handicapées. Ça va permettre justement de faire connaître le vécu des personnes handicapées et de voir en fin de compte qu'ils ont des activités comme tout le monde aussi, puis qui sont actifs dans la communauté. Il est ancré dans son milieu. Les gens le connaissent, il connaît le monde, il parle aux gens. Ça fait que dans ce sens-là, ça va très bien. Puis le fait de l'avoir gardé à Pont-Rouge, ça nous sécurise aussi. Là. Il y a son auto, il y a ses routines, ça va bien. Il a un travail, il travaille à Triport. Il resterait 1 an à travailler à Triport parce que c'est un programme. Puis il y a encore 1 an. Ça va faire 5 ans qu'il est là. Il est bien là. Il est bien encadré. C'est vraiment un lieu de travail extrêmement positif et valorisant pour lui. Moi, je m'appelle Marc Lavoie, puis moi, je travaille à Triport. Parce que là, j'enlève les clous. Regarde, ici, là, j'enlève la planche. Je regarde s'il y a des clous. Parce que moi, là, j'ai commencé à faire
les grosses palettes là. Puis après ça, genre, je démasse des clous. Comme ça, je suis en train de démasser les clous. Le but de l'organisme, c'est pas vraiment la production comme les aider à la socialisation, à rencontrer du monde, à participer, puis à leur donner des bonnes habitudes de travail. Alors, nous recevons une matière première, généralement le bois, et qui est démonté, défait, décloué, scié, fendu, emballé dans des sacs, ou du bois de construction qui peut être réutilisé une seconde fois. Et ça fonctionne très bien aussi. Puis, à Triport, il n'y a rien qui se perd. Alors, le bois est tout recyclé. Ce qui n'est pas réutilisable ou recyclable pour le bois de chauffage, on le donne à une sucrerie qui s'en sert pour faire bouillir son eau d'érable. Tout le métal, les clous, les bandes de métal, tout ça, c'est donné à un ferrailleur. Le brin de scie est donné à une madame qui a des poules pour faire de la litière pour ses poules. Alors, tout est réutilisé ou au moins utilisé quelque part. Il n'y a pas rien qui va au site d'enfouissement. Ils se sentent valorisés par leur travail. Ils ont un rôle à jouer, puis c'est un rôle de travailleur. Comme nous, dans la communauté, on a notre rôle de travailleur. Ils appellent ça aussi, dans le fond, la valorisation du rôle social. Fait qu'eux autres sont contents de travailler ici. C'est leur travail, ça leur appartient, c'est leur job, c'est une vraie job. Ça, pour eux, c'est important de venir travailler à Triport. Ils ne manquent jamais. C'est des gens qui ont toujours le sourire. Ils sont toujours prêts à rendre service. Si quelqu'un a la chance de venir ici, voir la clientèle, puis voir qu'est-ce qu'ils font les gars ici, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font. Puis le monde ne sont pas conscients. Souvent, ils ne connaissent pas, premièrement, le milieu. Puis ils ont tellement une belle joie de vivre qu'ils sont capables de le transmettre vraiment à tout le monde. Fait que je crois que pour ça, ça vaut la peine de venir faire son petit tour ou de connaître mieux la clientèle vraiment. J'aime ça travailler ici. Puis j'aimerais ça rester ici. Oui, je suis heureux. Avec les amis? Avec les amis. Surtout avec Ben, à m'aide bien gros. On voyait les autres qui prenaient leur envol, puis on disait, mon Dieu, ça va être comment pour Marc-André? Puis, bon, il n'y aura jamais un gros revenu. Donc, il va faire quoi avec ça? Puis moi, ça m'inquiétait pour quand on allait partir, parce que je voulais vraiment pas qu'il soit une charge. Je voulais qu'il ait son petit milieu à lui, puis qu'il soit heureux dans son petit milieu de vie. Ça veut pas dire que ses frères et sa sœur s'en occuperont pas quand on sera plus là, mais voilà, je voulais pas qu'il soit à la charge des autres. Je voulais qu'il soit autonome, puis qu'il ait son milieu à lui, ses amis, puis qu'il puisse dire, ben venez me voir chez moi, tu sais, puis je pense que c'était important qu'il soit comme les autres, là, finalement. Le projet des appartements Saint-Jean, ça a commencé par débuter par une maison. On s'est dit, on va construire une maison à Marc-André. Ça fait que on était là-dedans. Puis à un moment donné, j'en parlais. Puis là, les gens ils ont dit, ça ne marchera pas parce qu'il va s'isoler dans sa maison. Ça ne marchera pas. Ça fait suite à ça, là, je cherchais et dit, qu'est-ce qu'on pourrait donc bien faire? Puis en 2006, en décembre 2006, dans le courrier de Portneuf, les Jardins Lambert, à un moment donné, je vois ça, les Jardins Lambert, c'était genre une première pelletée de terre. J'ai dit, c'est ça qu'il nous faut. Ça fait, là, j'ai embarqué dans le système-là pour faire un 24 logements ici, pour Marc-André. Il y a des personnes qui me disaient, on est tellement bien ici, j'ai plus froid. OK? Il y en a d'autres qui disent, ma vie commence aujourd'hui. OK? Mettons, il était dans un petit logement, pas isolé, le bruit un peu partout, et puis il était vraiment comme dans un coin, là. Puis il ne pouvait pas vivre là. OK? Il pouvait rester, mais il ne vivait pas là, dans le sens, il n'était pas bien. Là, la personne est installée dans un beau logement, un 3,5, c'est attirant, ils ont un beau balcon. Puis là, les gens viennent, les gens des familles viennent. C'est donc bien beau. Puis là, les gens viennent voir. Puis là, la personne qui était isolée dans son coin, là,
à Tramor, avec sa famille, t'es donc bien chanceux. Regarde. Puis le gars ou la personne, il est souriant, puis ça va bien son affaire. Sa vie recommence. Il y a des amis qui sont déjà là, qui ont un appartement aussi, donc... puis j'y en parle un petit peu parce qu'ils sont portés à se refermer sur eux autres mêmes. Hein? Marc-André, ça a été long avant qu'il appelle un ami pour dire est-ce que tu viens à la maison ou est-ce qu'on sort ensemble? Ils connaissent des gens, mais ils sont pas portés vraiment à s'appeler et tout ça. Je me dis là, ben, ils vont vivre ensemble. Puis là, j'avais acheté un jeu à un moment donné, puis là, je dis bon, je dis Marc-André, quand tu vas pouvoir inviter tes amis, puis vous allez pouvoir, ça mettons un soir, là, vous réunir ensemble, puis jouer à ce jeu-là. Puis, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il va être heureux. Dans le comté de Portneuf, il y a 8000 proches aidants. Puis quand la maladie arrive, il y a une chose qu'il faut remarquer. Les amis s'en vont. Les amis s'éloignent. Puis même, des fois, c'est la famille qui s'éloigne aussi. Puis pourtant, c'est pas la lippe, là. Hein? Peu importe la maladie, c'est là que vous tombez bien souvent dans la solitude, vous tombez tout seul. Puis c'est au moment où vous avez plus besoin, c'est là que le monde s'éloigne. Ça, je pense que c'est une grosse souffrance que les gens vivent. Mais les autres qui n'ont jamais vécu la maladie ne peuvent pas comprendre. Dans Portneuf, l'initiative est venue de Jane Mitchell, qui est intervenante au CLSC dans Portneuf. Et puis elle est venue nous rencontrer pour nous demander si on était intéressé à s'occuper de l'association, former une association pour les proches aidants. Vu que moi, comme Gérard, on était des proches aidants, mon épouse a souffert de la maladie d'Alzheimer pendant 15 ans. Alors je m'en suis occupé pendant toutes ces années-là. Et puis de là, ben, vu que j'avais fait un peu de bénévolat avant, on m'a choisi un petit peu. Tous les deuxièmes mardis du mois, on a un souper où on se réunit à différents endroits pour donner la possibilité à tout le monde de la région de participer. Fait qu'on fait un souper à Pont-Rouge, on en fait à Saint-Marc, on en fait à Saint-Raymond, on en fait un peu partout. Les gens ont besoin d'une rencontre parce que c'est le moment de décrocher. Et puis on parle de toutes sortes de choses, très peu de maladies. Ah, c'est une belle soirée de divertissement. Ah, c'est extraordinaire parce que on rit, on a du plaisir. C'est incroyable d'avoir l'atmosphère qui règne lors de nos soupers. Et puis on aimerait que beaucoup plus de gens puissent en profiter. Nous autres, ça nous apporte un réconfort extraordinaire. Puis à tous les proches aidants aussi qui viennent. Je pense que c'est nos deux qui avons eu une force incroyable de passer à travers ça, puis de continuer encore. Parce que c'est vraiment difficile, mais je ne peux pas dire que c'est difficile à tous les jours. On est là-dedans, là, on vit là-dedans, mais comme il y en a qui disent, ben là, on va finir par l'accepter, mais c'est pas vrai. On ne peut pas dire que c'est accepté. Ça ne le sera jamais. Mais par conséquent, on grandit là-dedans, et puis on accepte les petites choses plus facilement que d'autres personnes qui n'ont pas de maladie, là. Ça nous a fait croître dans le mariage, puis dans la foi, puis dans le courage. Pour moi, la sclérose en plaques de mon mari, c'est une belle sclérose en plaques parce que ça m'a permis de vivre à part entière. Parce qu'on peut avoir des sorties ensemble. Puis il y a des journées comme aujourd'hui, il est parti à son centre de jour, donc pour moi, c'est une journée répit. On s'est dit, on peut avoir pire, on n'est pas encore si pire, on est encore les deux ensemble, puis on est encore capable de grandir ensemble. Puis aujourd'hui, ben, on se dit, regarde, là, on a 3 enfants, on a 8 petits-enfants, et puis ils viennent nous voir, puis on est heureux d'avoir passé ces 45 ans, bientôt 46 ans ensemble. J'ai déjà dit que j'étais plus heureux après mon accident qu'avant. Donc je sais pas pourquoi, c'est le gros défi que la vie m'a donné ou quoi d'autre, mais on apprend, on apprécie beaucoup la vie quand on a des épreuves de genre. On est tous déficients un petit peu. On a tous un petit peu de handicap, OK? Tu vois, dis même moi. On a tous de handicap, OK? Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là, ils n'ont pas de quoi apporter d'important. C'est sûr que la transmission
de mes connaissances envers mes enfants ou mes amis, c'est une bonne part de jouissance personnelle parce que tu leur donnes ton savoir, puis de voir qu'ils viennent te demander ton implication dans leur... Ils pourraient dire, je vais aller chercher mes connaissances ailleurs. Ils pourraient dire, je vais aller voir quelqu'un qui sait des nouvelles techniques ailleurs. Non, ils vont encore venir chercher la base de ce que nous, on a fait. Puis certaines continuités dans l'élevage ou de voir l'intérêt qu'ils peuvent avoir. C'est intéressant. Dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on a à croiser, à côtoyer une personne qui est en fauteuil roulant, qui est de petite taille ou qui est non-voyante ou qui a de la misère à nous entendre, ou on a toujours un malaise qui s'installe. On dirait que tout à coup, on ne sait plus comment se comporter envers les personnes qui ont une déficience physique ou une déficience sensorielle. Moi, je pense qu'il faut juste se dire que cette personne-là, elle est comme tout le monde, au-delà de ce qu'elle nous donne comme image. C'est une personne qui est capable de faire des choses dans la société et je pense qu'il faut lui dire bonjour, comme on dirait bonjour à n'importe qui d'autre qu'on croise dans la rue. Que ce soit par un accident ou qu'on naisse avec un handicap ou qu'on n'en ait pas, on fait le même parcours de vie. Merci à ceux qui m'ont offert de faire de la télé. Et merci à ma famille aussi de m'avoir aidé dans tout ce qui est arrivé dans ma vie. Salut, ici Martin Deschamps. Cette année encore, je suis fier d'être le porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui aura lieu du 1er au 7 juin. Des activités, des rencontres, des spectacles se dérouleront aux 4 coins du Québec. Profitons-en pour se parler et s'informer. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site web de l'Office des personnes handicapées du Québec. Une société ouverte à l'égard des personnes handicapées et leurs familles, ça me plaît.